Et bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 3 sur les algorithmes classiques de reinforcement learning que sont Sarsa et Q-learning, donc algorithmes des années 90. Alors on en est à notre troisième épisode dans notre parcours sur le Deep Reinforcement Learning, dans la partie toujours apprentissage par renforcement tabulaire. Donc pour rappel, effectivement, on avait vu dans l'épisode numéro 2 l'optimal control, qui était un algorithme très puissant, mais qui avait la limite, effectivement, d'un environnement pleinement observable. Donc en vue divine, on est omniscient sur tous les états de l'environnement. Mais dans la réalité, effectivement, on va plutôt avoir des environnements qui pourraient être représentés par des grilles, mais infinies, donc, et qui seraient infinies ou trop grosses pour pouvoir les traiter avec un simple optimal control. Donc c'est là qu'on arrive réellement dans ce qu'est l'apprentissage par renforcement, où on va faire de l'apprentissage en live, avec une vision égaux. On va être comme si on était à l'intérieur de l'agent, avec les observations qu'un agent peut avoir de l'environnement, c'est-à-dire partielles. On connaît l'état actuel, les états suivants, mais pas beaucoup plus si on n'a jamais exploré des états lointains. Donc effectivement, premier compromis, première balance, c'est donc une notion très importante, l'exploitation par rapport à l'exploration. Comment on choisit son action? Est-ce qu'on va exploiter nos connaissances, donc sur nos valeurs d'état typiquement, ou explorer effectivement des nouveaux chemins, des nouveaux états que l'on représente. Donc à droite, on va le représenter avec le dilemme, est-ce qu'on va dans un restaurant que l'on connaît bien, pas trop mal, ou est-ce qu'on essaye le tout dernier restaurant flambant neuf, mais ne sachant pas la qualité de la cuisine? Dilemme important. Alors en reinforcement learning, l'algorithme pour traiter ce problème, c'est un algorithme ultra simple, mais c'est un des algorithmes qui marche le mieux finalement. Il y a eu toute une étude sur des algorithmes un peu plus subtils, mais qui ne donnent pas forcément de meilleurs résultats. Et donc cet algorithme ultra simple, c'est celui qu'on va appeler le epsilon greedy. Et donc en fait, c'est donc epsilon. Donc epsilon, c'est un nombre entre 0 et 1. Et donc c'est le pourcentage de chances qu'on soit en exploration. Et inversement, effectivement, lorsqu'on n'est pas en exploration, on est en exploitation. Donc, exploration, en fait, très simplement, on va choisir une action complètement au hasard. Exploitation, on va choisir l'action qui a la plus haute valeur, donc Q, dans nos valeurs Q des équations de Bellman, donc celle où on peut espérer la plus haute récompense. Ce qui est souvent fait, et ce que l'on peut faire, et ce qui est souvent à faire, c'est de décroître dans le temps, effectivement, cette valeur d'epsilon. C'est-à-dire qu'au début de notre apprentissage, quand notre agent ne connaît absolument rien à l'environnement, eh bien, effectivement, il est intéressant d'avoir 100% d'exploration. Et après, au fur et à mesure qu'il a appris de son environnement, on va aller sur un ratio de plus en plus petit d'exploration sur exploitation. Donc il va plutôt exploiter ses connaissances en fin d'apprentissage. Alors, comment calculer nos tables Q et nos tables V dans ces environnements traités par le reinforcement learning, donc très grande grille, voire infinie, et pas possible de calculer effectivement l'ensemble de notre environnement. Donc comment faire? Quel nouvel algorithme d'apprentissage par renforcement dans ce type d'environnement? Alors, premier algorithme à avoir en tête, c'est l'apprentissage Monte-Carlo. Donc, comme son nom l'indique, c'est plutôt associé à tout ce qui est jeu. Donc, un jeu, ça a un début et une fin. Donc, en fait, l'apprentissage par Monte-Carlo, on va calculer une récompense, ou plutôt une trajectoire de récompense sur l'ensemble de la partie. Donc, début de partie jusqu'à fin de partie. Et on récupère effectivement toutes nos récompenses accumulées à chaque état, avec ce fameux discount rate, gamma, donc où on va valoriser plutôt les
les récompenses dans un futur proche par rapport à des récompenses dans un futur lointain. Donc, hyperparamètre à fixer, valeur de discount rate. Et donc, ça va être G de T, donc ça va être notre trajectoire de récompense, ça va être cette somme de récompenses ajustée avec la valeur gamma, de discount rate. Avec ce G de T, là, après, très simplement, on va avoir notre table de valeurs d'état. Donc, certains états ne sont pas connus, parce qu'on est dans un contexte partiellement observable. Donc, on va lui associer une valeur au hasard. Effectivement, et par contre, tous les états explorés vont être mis à... La valeur d'état va être mise à jour grâce à cet algorithme. Donc, en fait, c'est juste, on prend l'ancienne valeur de l'état et on lui ajoute, avec un taux d'apprentissage, la différence entre la valeur connue ou estimée et la valeur trajectoire de récompense réelle, récupérée pendant la partie. À l'opposé, effectivement, on va prendre l'algorithme de temporal difference learning, donc apprentissage en différence temporelle. Donc là, c'est l'opposé dans le sens où on ne fait pas la partie entière, on fait juste un état. Et donc, on va prendre comme trajectoire de récompense juste la récompense de l'instant T. Et après, on va lui associer, avec ce discount rate gamma, en fait, la valeur de l'état suivant, suivant l'action. Cette valeur qui, par contre, ne correspond pas forcément à la réalité, qui est une valeur estimée. Donc, en début d'apprentissage, c'est n'importe quoi. En fin d'apprentissage, elle est à peu près bien estimée. Et donc, cette valeur estimée, on va l'associer à une queue, effectivement. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une fin du réel, et donc cette queue, c'est une valeur estimée. Et voilà, et de la même manière, pour l'apprentissage, comme donc on a ce G de T, mais d'un seul état, d'une seule step, d'une seule étape, estimé donc sur une seule étape, on va de la même manière, effectivement, pour mettre à jour la valeur d'état, on va prendre l'ancienne valeur d'état, plus, donc fois un facteur d'apprentissage, un learning rate, la différence entre l'ancienne valeur de cet état par rapport à cette trajectoire de récompense calculée sur une seule étape. Après, on va parler des algorithmes, donc entre les deux. Donc, rappelez-vous, Monte Carlo, on fait une partie entière jusqu'à la fin d'une partie. TD, time difference, mais un step, donc c'est un seul step. Et donc, on va parler sinon de time difference n step. Donc 1, 2, 3, 4, 1000, tout ce que vous voulez. Et là, l'idée, c'est que notre trajectoire de récompense, c'est les récompenses récoltées sur ces n steps. À la fin, effectivement, on n'a pas fini la partie, donc on va avoir encore ce qu'on appelle une queue, c'est-à-dire à la fin, pour récupérer une valeur d'après, on va prendre cette valeur estimée, mais qui n'est pas réelle, de l'état t plus n. Donc en résumé, effectivement, on a toute cette diversité d'algorithmes, donc du TD 1 step, puis TD 2 step, n step, jusqu'à Monte Carlo, où on va jusqu'à une fin de partie. L'avantage du Monte Carlo, c'est qu'il n'y a pas de queue, donc pas de valeur estimée, c'est que du réel. Par contre, il nous faut une fin de partie, c'est forcément associé à un jeu. Alors que du TD 1 step ou n step, ça peut être dans la vraie vie, où il n'y a pas de game over, forcément. Cependant, effectivement, il y a un compromis à faire, c'est que le TD 1 step, lui, va être peu variant, mais hautement biaisé. Là où le Monte Carlo va être hautement variant, mais peu biaisé. Alors, ce que ça implique dans l'apprentissage, c'est quelque chose de hautement variant, ça va être difficile à converger, là où quelque chose qui est peu variant, ça va être facile à converger, donc l'apprentissage va se faire plus rapidement. Par contre, en termes de performance, quelque chose qui est, donc comme le 1 step TD, qui est hautement biaisé, on va avoir une valeur finale hautement biaisée, donc moins bonne qu'une solution peu biaisée. Et donc, ce qu'il y a entre les deux, effectivement, les 2 steps TD, n step TD, c'est un compromis entre ce ratio variance et biais. Alors maintenant, autre notion
à garder vraiment en tête pendant tout ce parcours, c'est donc l'apprentissage on policy par rapport au off policy qu'on va voir juste ensuite. Donc l'apprentissage on policy, donc là c'est l'idée effectivement du boxeur qui va apprendre en prenant des coups, c'est qu'on va apprendre en direct, en live, en prenant des risques. Donc à ce niveau-là, ça va se traduire avec cet algorithme qu'on appelle SARSA. Donc SARSA, ça vient en fait du State, Action, Reward, S', donc étape suivante, state suivant, action suivante. Donc ça fait SARSA. Et donc il se décompose comme cela. Donc on initialise notre table Q. On est toujours quand même dans l'apprentissage par renforcement tabulaire, mais potentiellement avec des énormes tables. On choisit une action à partir de notre algorithme epsilon greedy que l'on a décrit précédemment, donc le ratio entre exploration et exploitation. Donc soit on est dans l'exploration et on choisit une action au hasard, soit on est dans l'exploitation et on va choisir une action qui a la plus haute valeur Q. Alors oui, là, au niveau des algorithmes SARSA et Q-learning, on bascule dans le formalisme équation de Bellman en Q. C'est plus pratique à gérer. Donc on a des tableaux Q, donc pour chaque état, on a une valeur Q correspondant à chaque action possible à partir d'un état. Donc, première ligne, on va choisir cette action en fonction de cet epsilon greedy simple, donc soit exploration, soit exploitation. On performe l'action, on actionne notre action, on mesure la récompense, et après, effectivement, l'étape la plus importante, on va mettre à jour notre valeur Q, mais correspondant seulement à l'état et à l'action choisie. Et pour cela, en fait, on doit choisir une action suivante à partir de l'état suivant, en utilisant, donc c'est ça la spécificité de SARSA on policy, un algorithme encore, cette fois-ci, epsilon greedy. Donc il prend du risque parce que potentiellement, on peut tomber sur un cas d'exploration dans le deuxième choix d'action. D'où effectivement donc, cette association à l'environnement on policy. Donc on a choisi notre A', donc notre seconde action à partir de l'état suivant, et on peut calculer effectivement via notre équation de Bellman la nouvelle valeur donc de la valeur Q correspondant effectivement à l'état présent et à l'action présente choisie, en fonction donc ancienne valeur plus alpha, toujours le learning rate, donc le taux d'apprentissage, et effectivement là on retrouve notre équation de Bellman. Donc notre récompense, ah oui, là on prend le cas effectivement du TD one step, donc c'est la récompense directe d'une seule étape, plus gamma donc là c'est notre queue, de la valeur Q de l'état suivant avec l'action suivante choisie, et on fait la différence par rapport à la valeur Q de l'état présent et de la première action choisie, voilà. Et on met à jour, etc., etc. Et puis après, on bascule sur l'état suivant et on prend en compte l'action suivante. Donc après, hop, on se retrouve dans l'état d'après. Et puis, hop, et on refait un tour, et puis on va mettre du coup à jour la prochaine valeur Q de l'état suivant, etc., etc., etc. Par opposition, donc l'apprentissage off policy, donc là, en fait, l'idée, c'est, contrairement au boxeur qui apprend sur le ring en direct, là, ça va être l'idée du maître de kung-fu qui fait des katas et qui apprend de ses expériences et de son imagination et de ses expériences peut-être passées. Donc là, l'apprentissage off policy va se mettre à jour à partir des précédentes valeurs apprises dans ces tables Q. Et donc là, ça va être notre algorithme qui va s'appeler cette fois-ci Q-learning. Donc avant, on avait SARSA, Q-learning, algorithme off policy, et qui est quasiment le même que le SARSA comme on a vu précédemment. Donc initialisation de la table Q, on choisit notre action en fonction du epsilon greedy, on performe l'action, on mesure la récompense, et la seule différence, c'est effectivement dans l'update de la valeur Q,
Là, au lieu, effectivement, de réappliquer un epsilon greedy pour choisir une action seconde, on va appliquer, effectivement, là, on va choisir seulement l'action qui maximise la valeur Q de l'état suivant. De la même manière, effectivement, donc avec ce choix d'action, qui correspond toujours à la meilleure action de l'état suivant, on met à jour notre valeur Q de l'état actuel. Et voilà, et après, hop, on bascule sur l'état suivant. Alors, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut garder en tête pour le reste qui arrive derrière, pour les autres épisodes, donc à partir de ce apprentissage par renforcement classique tabulaire, donc il faut garder en tête ces notions effectivement de valeur V associée à un état, donc la valeur qui va, l'estimation de la récompense que l'on peut espérer obtenir à partir de cet état, et la valeur Q qui correspond effectivement à l'expérience de la récompense que l'on peut obtenir à partir de cet état en choisissant cette action spécifiquement. L'histoire du discount rate aussi à garder en tête comme un hyperparamètre important, donc c'est-à-dire un discount rate à 1 qui dans les cas en fait complexes n'arrive quasiment jamais, parce que là ça veut dire que on donne autant d'importance à une récompense très lointaine par rapport à une récompense immédiate. Donc dans la réalité, on est sur des discount rates qui oscillent souvent entre 0,95 et 1, sans prendre la valeur 1. Au niveau de la stratégie d'exploration, donc ce compromis entre exploration et exploitation, très souvent on va utiliser l'algorithme donc epsilon greedy. Ces notions effectivement de temporal difference, donc un step, ou temporal difference n step, avec une queue, donc avec une valeur, à la fin de notre récompense, on utilise une valeur estimée, et où les algorithmes Monte Carlo, là, qui n'a pas de queue, c'est que des valeurs de récompense réelles, mais par contre, il nous faut une fin de partie, donc c'est applicable qu'à des jeux qui ont une fin. Et ensuite, nos concepts d'algorithmes on policy, donc qui apprennent en direct en prenant des risques, ou off-policy, qui apprennent vraiment par rapport à une expérience de récompense acquise, et qui ne prennent pas de risques. À noter, effectivement, alors que Sarsa et Q-Learning, on a vu juste la version en temporal difference 1 step, mais elles existent effectivement en version temporal difference n step ou Monte Carlo. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer donc cette fois-ci à la partie vraiment deep learning, donc avec des réseaux de neurones, on va y mettre des réseaux de neurones. Et donc le premier épisode de cette partie, le 4e épisode, ça sera sur les algorithmes dits DQN ou Deep Q Network. Donc en fait, ça correspond, comme son nom l'indique, à la version avec des réseaux de neurones de notre algorithme qu'on a vu de Q-Learning.